compliqué. Et il y a des méthodes, moi je trouvais qu'on a écrit tellement de choses sur le bégaiement, mais encore, je pense que plus on écrit... Eh bien écoutez, j'en ai tout de même lu 2, 3. Une d'un auteur américain qui est venu ici il y a quelques années. Il ne parlait pas le français du tout et il a voulu me montrer qu'il ne bégayait pas dans sa langue et qu'il espérait parler d'autres langues sans bégayer. Effectivement, il s'était guéri lui-même de son bégaiement, il n'y a pas de doute. Il trace un film, enfin, qui n'empêche pas de... 2 ans après je le vois revenir, il avait passé par l'Espagne. Oh la mésailleux. Il parlait bien en français, en anglais. Il arrivait presque à parler en français. Mais alors en espagnol, c'était inimaginable. Bégayer quand t'arrives là. Alors il m'a dit, la semaine prochaine, je vais essayer une autre langue. Qu'est-ce que vous allez essayer? Et là, j'ai essayé du vrai français. Je dis, méfiez-vous, c'est pas une langue facile. Alors il a essayé du français, effectivement. Il s'est un peu embourbé, mais je l'ai aidé. Et bien, ce qu'il a écrit sur le bégaiement m'a paru tout de même assez judicieux. Et également, ce qu'a écrit une fois, ce que je voudrais avoir écrit le moins mauvais sur le bégaiement, ce que j'ai écrit quand j'étais à Padoue. J'ai écrit un bouquin sur le bégaiement, et sur le bégaiement avec retard de parole, sur le bégaiement sans retard de parole. Les difficultés de structuration de la pensée, c'est ça qu'on oublie, c'est pas la même chose. Le langage, dans sa formation, dans sa structuration, et la parole, ce n'est pas la même chose, c'est ce qu'on oublie la plupart du temps. Alors si vous rééduquez la parole, bon, si vous voulez, si ça vous enchante, ça ne suffit pas. Voilà ce que je pense maintenant. Maintenant, je ne peux pas m'intéresser à tout. Je m'intéresse à ça chez mon élève d'abord parce qu'il m'aime bien. J'ai gardé un élève de 37 ans, 38 ans. C'est un garçon qui n'a jamais voulu travailler en classe, imaginez-vous. Mais ça pour une raison très simple, il était dans une famille de gens très guindés, où tout le monde fait des grandes écoles. Alors, polytechnique, normal, etc. Et lui, il s'est arrêté en classe de 3e en disant ça suffit comme ça. La famille outrée, naturellement. Vous comprenez ce qui s'est passé? On a même fichu à la porte. C'était pas une manière de le guérir. Et à ce moment-là, il bégayait comme un perdu. Quand je l'ai vu, il est allé chez un professeur que je ne dirai pas, dont je ne dirai pas le nom, qui l'a regardé avec un air de thaumaturge. Il a mis la main sur l'épaule et lui a dit « Je te guérirai ». Ça ne l'a pas impressionné, d'autant plus que le lendemain, la famille, pour cette seule visite, recevait un papier de 1000 francs. La guérison de Maspo, c'était vraiment cher. Alors bon, j'essaie pour lui. C'est vrai que je l'aide beaucoup, c'est incontestable, mais quand ça va mal, ça va mal. Mais il gagne sa vie maintenant en faisant ce qu'il aimait, de la peinture, là. Mais pas de la peinture sur des toiles, non, c'est vieux jeu, ça. On ramasse des vieux fonds de caisse, on ramasse des sous-toilettes, on ramasse n'importe quoi, des pots, et on fait de la peinture dessus. Bien maintenant, depuis qu'il fait ça, dans les galeries des environs des Beaux-Arts, c'est lui qui gagne sa vie, parce que ça, il le vend. Ces espèces de cochonneries à la mode. Pourtant, il y en a une. Mais il y en a une, un jour, il m'a apporté un petit livret, c'était le livret d'une galerie. Il y avait le nom de la galerie et puis son nom. Je dis, pourquoi vous me montrez ça? Il est vide. Il m'a dit, non, je ne savais pas regarder. Alors, première page, toute blanche. Deuxième page, toute blanche. Troisième page, toute blanche. Quatrième page, toute blanche. Je dis, et alors? Ben, il me dit, continuez. Très bien. Vous n'avez pas vu de différence? Je dis, non, je n'ai pas vu de différence. Ah, oui, pas doué. Et puis tout d'un coup, il ouvre. Ah, cette fois-ci, j'ai été ébloui. Mais la chose était tellement extravagante. Une vieille porte moitié démolie. Un pot de ciment. Vous savez, le ciment qu'on verse dans les rues. Un pot de ciment. C'est sur la porte. Et tout autour de ce ciment, je vous assure, c'était un chef-d'œuvre de peinture. On aurait dit un Van Gogh hilar, se moquant de tout. Vous savez que Van Gogh était capable d'imitations extraordinaires. Et bien voilà. Alors ce garçon-là qui me plaît de guérir. De guérir, je crois pas à la guérison complète du bégaiement. D'aider tellement qu'il ne souffre pas de son bégaiement. J'y arrive.
Le meilleur point, c'est qu'il vient boire de temps en temps. En disant que ça va plus. Je viens téter. C'est mignon, oui. J'ai un peu touché à tout, mais très peu aux états psychotiques, parce que je ne les comprends pas suffisamment. Je ne peux pas m'en occuper. Il y a des gens très spécialistes. Ma fille est beaucoup plus douée pour ces machins-là que pour moi. Moi, je non. Mais la plupart des élèves qu'elle prend sont des élèves qui sont un petit peu disons, de langage vulgaire, timbrés. Voilà. Ah ben, vous ne direz pas que je ne vous ai pas appris des choses aujourd'hui. Oh, oui. Vous êtes fatigué, je crois. Oui, un peu. Oui. Alors, est-ce qu'on va arrêter donc? Parce que je pensais... Si vous n'avez rien à me dire, oui, mais si vous avez à me dire, je me reposerai avec joie en vous écoutant. Oh, expliquez-moi ce que vous faites. Bon, je peux vous raconter un peu. Depuis que je vous ai connu ici en France, qu'on a travaillé là à Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Saint-Vincent-Paul. Saint-Vincent-de-Paul. Je n'ai appris jamais les français, comme vous voyez. Mais je le vois bien, vous l'avez appris toute seule. Oui. Pas toute seule. Oh, enfin, beaucoup. Vous l'avez appris à travers l'accent sud-américain, quoi. Oui. J'ai un accent trop sud-américain. Oh ben naturellement, vous avez un accent. Mais comment voulez-vous ne pas en avoir? Vous ne l'avez pas appris quand vous étiez enfant? Non, non. Vous ne l'avez pas appris avant 4-5 ans, 4-5-6 ans? Non, non, non. Après, on garde des petites passes. Surtout quand on commence à l'apprendre vers 30 ou 40 ans, alors là, on a des grandes passes. Mais on peut y arriver. Seulement l'accent n'y est pas tout à fait. Oui, l'accent sera toujours. Oui. Moi, mais c'est tellement secondaire. Oui. J'ai commencé à 20 ans seulement, à 19 ans, j'ai un accent hongrois. Ah bah alors, vous connaissez le problème du bilinguisme. Oh là là. Et oui, mais mes enfants sont bilingues. Mais bien sûr, mais quand ils ont commencé en même temps, ça va? Ils ont commencé en même temps et je trouve ça merveilleux. Merveilleux, mais il faut commencer petit. Absolument. On a parlé les deux langues. Puisque... J'ai ici une concierge qui est comme ça, elle est espagnole. Elle a voulu que ses enfants aillent à l'école française. Et ils sont de bons petits élèves. Mais elle leur a tout le temps fait prendre des leçons d'espagnol, se méfiant que son espagnol n'était pas absolument parfait. Alors elle leur fait suivre. Ils parlent vraiment très bien. Mais mes enfants, on est partis dans le pays chaque été. Et je pense que si elles parlent vraiment bien, c'est parce qu'elles étaient toujours entourées d'autres enfants. Donc sûr. La motivation était totale. Bien sûr, bien sûr. Et c'est une langue vivante qu'elle parle. Bien sûr. On voit. Donc, une des choses très importantes que j'ai appris à cette époque-là, il y a déjà 20 ans, c'est le travail au rythmique que vous avez. Je continue, je refonds ma méthode de rythmique pour faire intervenir certains facteurs de plus. Justement, des facteurs mélodiques qui ne sont pas suffisants. Et puis la perception de la durée et de l'intensité. Il y a des petits exercices que je vais faire que je ne faisais pas systématiquement. Je vais les y mettre. Je suis persuadée que ça rendra service. Enfin, je verrai bien. Il faut que vous m'accordiez au moins, ne me mettez pas à la place du Seigneur, c'est dommage. Parce que vous direz, il faut m'accorder 50 vies encore. Et comme vous n'avez pas la capacité de le faire, alors... Non, tout ça pour dire en plaisantant que je sais très bien que je n'irai pas très loin maintenant parce que j'ai l'âge, mais enfin. Quant à ma famille, on vit assez vieux. Ma mère 96 ans, ma grand-mère 96 ans. Ben vous voyez, on oui, revient attention, il y a ma mère. Non, parce qu'il y en a une qui est arrivée en très bon état mental, l'autre, ma pauvre mère, en mauvais état mental, et une de mes grand-mères complètement aveugle. J'appelle pas ça arriver bien. Mais par contre, je pense que si on travaille comme vous sans s'arrêter, ça permet d'entretenir vraiment le... J'en suis convaincue. Oui, vraiment. Et heureusement, mon médecin et surtout mes kinésithérapeutes en sont convaincus aussi. Ils me disent, mais travaillez, mais attention, n'allez pas jusqu'à la fatigue.
Ah, c'est là le départ. C'est pas facile. De décider quand. Et par exemple, maintenant, est-ce que. C'est que non, mais, vous êtes arrivé à la fatigue. Continuez à raconter parce que nous reposons tout le temps des questions. Ne vous laissez pas entraîner. Je suis arrivée presque à la fatigue là. Bon, alors. C'est-à-dire que j'ai plaisir à vous voir, mais vous sentez bien ma voix, elle a baissé. On va partir au moment où vous le désirez. Oui. C'est très difficile de vous dire ça parce que je désire vous voir et en même temps, tout d'un coup, alors, il faut poser la question autrement. Quand est-ce que la fatigue l'emportera sur le plaisir de vous voir? D'accord. C'est très joliment formulé. Bien, alors nous vous racontons. Oui, alors, parler un petit peu. C'est ça. Moi, c'est fini de parler. N'a plus, comme on dit dans un roman de Daudet. Nous vous racontons tout de suite, nous trois, qu'est-ce que nous faisons. Oui. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours très intéressés, nous avons tellement de joie de vous voir, de vous entendre, de raconter vos histoires. Et comme ça, vous vous reposez un peu. Alors, il y a donc 20 ans que je vous connais. Alors, vous travaillez dans une école? Non, je travaille à la formation de personnes qui s'occupent de bébés. Tiens, c'est pas facile. C'est très difficile. Ouh là 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 là. Ça, les débiles, j'ai oublié de vous en parler, mais j'allais vous dire, je les aime beaucoup. Parce que j'ai fait beaucoup pour eux, mais c'est pas facile. Non, pas facile. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je travaille maintenant aussi en tant qu'orthophoniste à Buenos Aires toujours. Et je travaille aussi à la faculté en faisant la formation de jeunes orthophonistes. Et je travaille aussi dans le pays, c'est-à-dire je voyage beaucoup dans les mêmes pays en Argentine. En faisant des groupes. Des groupes de travail, des groupes de recherche. C'est ça. Et je fais des cours un peu, mais je suis très intéressée à ce qui est le rapport entre le verbal et le non-verbal. Expliquez-vous davantage, ça m'intéresse, mais j'aimerais vous expliquer davantage. D'une part, c'est tout le langage non-verbal qui appuie la compréhension et l'expression. C'est le premier langage, sans quoi il n'y aurait pas l'autre. Oui. Et aussi au passage entre le langage corporel, disons, plus primitif, plus archaïque, et le passage au langage symbolique de l'enfant. C'est tout cette C'est démarche. intéressant. Alors, vous l'avez écrit ou vous allez l'écrire? Bon, j'écris. Vous enseignez? J'enseigne et j'écris un livre en espagnol. Je pensais vous le donner. Ben oui, mais moi je ne comprends pas l'espagnol. Mais ça c'est dommage. Par contre, nous avons écoutez, des fois, commencé à le traduire. Alors faites-le bien, parce qu'une fois j'ai vu mon article sur le bégaiement, justement traduit en espagnol, et bien on m'a dit qu'il était très mal traduit. Oui, c'est vrai. Alors, si vous me traduisez ça en français, vous traduisez pas mal. Oui. C'est pas ma faute. C'est la maison d'édition qui a commis cette faute. Oui. En général, c'est quand on n'a pas la haute main là-dessus. Parce que ça peut publier des contresens. Et justement, il paraît qu'il y en a. Et aussi, quand on traduit à l'espagnol, vous savez, en général, les livres qui sont produits en Espagne, il y a une grande quantité de livres qui sont produits en Catalogne, c'est-à-dire en Barcelone. Je sais. Et je pense à un vers de Mistral, frère catalan, et Soutas. Le catalan, c'est une très belle langue, mais c'est pas l'espagnol. Mais c'est pas l'espagnol. Donc, quand le catalan, il parle espagnol, parfois il parle un espagnol qu'on n'a même pas compris. Les autres, nous, qui parlent en espagnol. Et il y a des tournures, il y a parfois des... C'est une langue romane. Oui. Et c'est... Ou bien on essaie de traduire trop littérairement. Oui, mais ça, la traduction est une chose abominablement difficile. Oui, voilà. C'est ce que j'essaie de faire du hongrois en français. Et c'est d'autant parce que vous avez pratiqué les deux. Oui, je suis hongroise. J'ai appris le français ici, donc je ne parle pas un très bon français.
Mais les deux langues diffèrent tellement dans la structure que c'est d'une difficulté incroyable. Ça ne m'étonne pas. Oui. Vraiment. De deux langues avec la structure comme espagnol-français, on arrive beaucoup plus facilement. Italien, espagnol, italien, français, on arrive pas mal là. C'est Oui, vraiment l'italien. une famille. C'est la même Parce que famille. nous avons des patois chez nous qui ressemblent étonnamment à l'italien. Oui. Oui. C'est ça. Ben, c'est un beau travail qui vous attend, mais alors vous pourrez le faire étant donné que vous avez la capacité de le faire. Il faut essayer. Mais en tout cas, moi je suis parisienne, j'habite à Sèvres. Et dès que nous aurons traduit le livre, je vais vous le faire parvenir. Ce serait peut-être tapé à la machine, mais Oui. pas Merci. encore imprimé. Tous les airs sont roulés. En somme, vous êtes attelés à des travaux. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi, je travaille donc dans un GAP. Les groupes d'aide psychopédagogique. Ah oui. Ça, je vois moins. Oui. Là, je comprends bien ce que vous avez à faire. Là, je comprends moins. Mais c'est tout. Tâchez de me faire comprendre. Donc, c'est dans l'éducation nationale. C'est des structures qui, bon, il y a un psychologue, un rééducateur en psychopédagogie, un éducateur en psychomotricité. Et c'est un groupe d'aide qui donc s'occupe des enfants en difficulté psychomotrice ou de langage, Bon. qui sont signalés par Alors, les il faut enseignants. en somme beaucoup de personnalité dans vos interventions. Comment? Je dis alors, il faut donc beaucoup d'esprit d'invention dans vos interventions. Ben oui, parce que c'est bon, on ne s'occupe pas de tel type d'enfant. C'est ça, il y a l'approche tout est à différente. trait, c'est ça, beaucoup de personnalité dans la rééducation. Je vois ça, il me semble que j'aperçois. Et donc, Peut-être que j'en fais un petit peu sans le savoir. certainement. Alors j'ai un double intérêt, c'est aussi que dans ma famille, il y a eu quelqu'un d'aphasique. J'ai mangé avec lui à midi, je lui ai dit où j'allais, et il m'a dit, mais moi je suis allée la voir, cette dame. Vous avez un confrère orthophoniste qui vous a envoyé certainement mon beau-frère. Il est venu vous voir. Mais c'est bien. Ouais. C'est une ancienne patiente à vous. Oh, bon, c'est pas difficile en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous font des consultations tout le temps. Mais bien sûr, mais on ne peut pas faire autrement. Mais oui. C'est encore une chose que j'ai obtenu, faire caler les médecins sur un point comme celui-ci. Le diagnostic médical, bien sûr, c'est médical. Mais les orthophonistes sont susceptibles de faire un diagnostic orthophonique. J'ai fait voter ça par les médecins conseils de la sécurité. Alors profitez-en, je vous en prie. Voilà. Il est suivi par M. Van Écoute, Oh, ben, je connais Van Écoute. que vous devez bien entendu. connaître. Oh oui, bien sûr. Parce je qu'il connais. est très très bien. Hein. Oui, je connais bien Van Écoute. Et il rééduque donc mon beau-frère. Nous avons même publié un article de lui dans notre revue, je pense. Il a ces fait un jours-ci. travail extraordinaire avec lui. Mais ça ne m'étonne pas. Mais ça ne m'étonne pas. Des méthodes bien à lui, ça Ah oui, tombe c'est très bien en original, citant hein. Van Écoute parce que je l'apprécie beaucoup. Il a rééduqué par le chant, plus ou moins. Je sais. Hein. Il a fait une démonstration, il nous a fait des conférences. Puis il a écrit un article, mais je trouve qu'il n'a pas su dans son article faire valoir tout ce qu'il fait. C'est pas facile, vous savez. Mais en tout cas, là, quand il est venu me voir, il n'y a pas longtemps qu'il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que vous me reconnaissez? Je dis, il me semble quand même. Quel est mon nom? Moi, vous savez que je suis... Vous n'avez pas pu vous en apercevoir, mais en réalité, j'ai une très grosse difficulté d'évocation des mots. Il suffit, c'est une... Enfin, je n'en reviens pas sur cette maladie. C'est certainement très grave. Tout d'un coup, le nom dont j'ai besoin, c'est celui-là qui ne passera pas, qui ne passe pas. Alors j'ai discuté de ça avec Van Écoute. Justement, ce jour-là, j'ai pas pu lui démontrer ce que j'avais. Alors il me demande comment je m'appelle. J'ai dit, ben Van Écoute. Si j'avais réfléchi un quart de seconde, j'aurais pas pu dire Van Écoute. Ces inhibitions, c'est épouvantable. Enfin, donc vous n'en avez pas trop souffert aujourd'hui parce que j'ai parlé comme je voulais. Oui, c'est vrai. Oui, Donc, bon, nous vous remercions quand même de votre gentillesse, de votre attention, de nous faire parvenir votre Est-ce qu'il y a toujours là-bas cette école qui rééduquer des sourds, Scuola, comment est-ce que ça s'appelle? En Argentine, Une école de sourds des sourds très
Très important, l'école orale modèle. C'est ça. C'est ça, oui. Orale modèle. Oui, oui, elles sont toujours là. Elles travaillent bien, n'est-ce pas? Oui, elles travaillent bien. Mais elles ont des cas choisis. En général, oui. C'est ça. Elles ont des cas choisis et elles travaillent surtout, vous le savez bien, avec les méthodes orales pures. Dans des années, bon, je ne sais pas, maintenant... Je ne sais pas. Je m'étais disputée avec les gens, une fois de plus. J'avais été invitée, je ne suis plus le secrétaire du congrès à ce moment-là, à faire le discours d'ouverture. Hein, c'était très flatteur, bien. Je m'apprête à faire le discours d'ouverture, j'étais contente, j'avais encore 8 jours devant moi, je savais bien ce que j'allais dire. Lorsque on m'entend parler de l'Institut, on me parle de l'Institut oral modélé. Et je commets la bêtise, je ne savais pas que c'était une bêtise aussi grande. Je voulais aller à l'Institut, ça m'arrangeait d'aller à l'Institut oral modélé pour mes horaires. Alors j'ai dit, ah oui, bon, c'est entendu, je viens faire le discours d'ouverture, mais je passe à voir à l'Institut oral modélé. Si j'avais voulu déchaîner une tempête, j'aurais pas fait mieux. Ah, mais alors, dans les 8 jours qui ont été, nous sommes au regret de vous dire, puisque vous donnez, et que maintenant c'est connu, votre attention est connue de tout le monde, nous n'allons pas pouvoir continuer à vous demander le discours d'ouverture, etc. Et ils l'ont demandé à Perio, qui travaille justement voilà le mot qui me manque, en catalan. Perio. Perio, je prononce, oui, voilà, Perio. Oui, oui, je connais bien, oui. Maintenant qui écrit un dictionnaire sur une liste d'orthophonistes, etc., etc. Il a plusieurs volumes. Oui, oui. Oui. Alors, donc, ils ont invité Perio qui se demandait pourquoi dire, c'était à lui qu'on demandait l'ouverture du congrès en français. Il a un accent épouvantable. Imagine. Alors, ils l'ont invité, et alors moi j'étais aussi furieux, j'ai répondu, puisque vous êtes comme ça, c'est bien, non seulement je ne ferai pas le discours puisque vous m'en privez, maintenant vous pourriez le faire que je refuserai, et de toute façon je vais commencer par l'Institut oral modélé, d'où je dirai tout le bien que j'en pense, si c'est comme ça. Alors pourquoi me disputer? Et pourquoi Perio a dû faire un discours en français, le discours d'ouverture que je devais faire? Parce que je m'étais... Mais pourquoi est-ce qu'il s'était fâché à l'Institut? Moi, je ne serais pas fâchée si on avait fait... Je commence par ça parce que ça m'arrange. C'est des orgueilleux. Voilà. Il y a toujours des disputes comme ça, la profession. Et je me souviens aussi d'une anecdote à vous, qui n'était pas très gai, que vous étiez invité en Argentine, une fois pour le congrès de la Yalp. C'est vrai. Et c'était Segre. C'était Segre, oui. Vous voyez, Segre, nous disons Segre. Oui, voilà. À ce moment-là, je m'étais même fâchée aussi, parce qu'on vendait mes tests sous le nom de test Borel-Musoni, c'était faux. Ouh, j'ai piqué une de ces rages. Je me souviens très bien que bon, je voulais vous attendre à l'aéroport. Et on m'a dit non, 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 sûrement il y aura une commission qui va attendre Madame Borel. Vous savez la suite de cette commission? Je n'étais pas à la commission, mais Vous savez ce qui s'est passé? Oui, oui, je sais bien parce que je vous attendais à à l'Alliance française. À l'Alliance française, oui. Assis sur une chaise derrière les grilles. Oui. Et c'est seulement le soir que j'ai rencontré. Oui, à l'hôtel Savoy. Oui. Et puis
Et vous avez cherché toute la journée? Oui. Oh non, ils n'avaient pas cherché toute la journée. Hein. Non, Faut pas exagérer. Ils étaient allés boire, je sais pas, parce qu'ils avaient soif. Et alors on s'est perdus. Et puis alors le soir, il y avait ce gré qui me disait c'est une honte ineffaçable. Je l'ai écouté, ça va, ça j'en fiche encore en France. J'ai failli tellement j'étais exaspérée et fatiguée. Je m'étais trimballée depuis l'Espagne jusque... Enfin, j'avais fait un très grand voyage. Et puis pour arriver, vous n'êtes pas attendu, avec des fleurs fanées, parce que les fleurs étaient complètement fanées. Ah, je savais pas que vous étiez là. Oui, j'étais là, je vous attendais à l'hôtel et j'étais aussi absolument étonnée parce que vous n'arrivez pas, il n'y avait personne, je ne savais pas comment faire, on n'a pas voulu... Pendant ce temps-là, je poireautais à l'Alliance française, derrière les barreaux, avec une femme de ménage qui... J'ai jamais vu faire le ménage comme ça. Une immense tige de bambou avec 3-4 plumes, et elle, tout en bas, elle chatouillait comme ça. Voilà, c'était ça, bon. Je ne savais pas que nous avions des souvenirs en commun. Oui. Oh, c'est... Ah oui. Mais pourquoi ils avaient fait ça? Parce qu'ils sont allés boire au lieu de faire ce qu'ils devaient faire. Pourquoi ils sont allés? Ils avaient chaud. C'était, oh, non, c'était en pleine...